la FAQ de mars, qui n'était pas vraiment prévue, mais j'ai reçu quelques petites questions depuis décembre. Sachant que quand vous aurez vu le point lecture et la fin, vous allez vous dire « Ah, tiens, elle a changé de lunettes ». Non, elle n'a pas changé de lunettes, elle a changé de jour d'enregistrement. Il se trouve que c'est 3 jours après, mais que j'ai le même pull. Voilà, parce que c'est presque la fin de l'hiver. Dans la maison, il fait toujours pas très très chaud parce qu'il fait tout juste 20, 21, 20, 20 la plupart du temps le matin et un peu 21 parce que la baie vitrée, enfin le soleil donne dedans. Donc je l'ai recyclé en fait comme pull d'intérieur pour la mi-saison parce qu'il est un peu doudou et voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est son jour de sortie pour moi, donc voilà, c'est comme ça, bon on s'en fout, tout le monde s'en fout en fait comment je suis habillée, on est bien d'accord. Alors, j'ai mis les questions ici, because je les ai sur mon téléphone, mais voilà, le cerveau est bon, mais tout le reste, c'est un peu compliqué des fois, hein, donc je préfère avoir les questions en face, je virerai les feuilles parce que j'ai écrit assez gros pour justement pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est des questions donc qui m'ont été envoyées, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou carrément par les commentaires de mon blog, puisqu'on peut mettre des commentaires sous mon blog, je rappelle, puisqu'il s'appelle lisagirotaylor.blogspot.com, où je mets toutes mes chroniques. Je mets les chroniques livres, je mets des playlists, je mets aussi le ciné et machin, enfin je dédouble. Voilà. Pour à terme ne mettre plus que sur le blog et plus sur mon site officiel. Et ça m'est arrivé de partout. J'avais pas trop l'intention de faire une FAQ avant le printemps. Mais bon, il y en avait 8. Je me suis dit, allez, vas-y, sinon ça va durer 4 heures. Ce qui va durer 4 heures là aussi. Et elles vont en avoir marre. Donc voilà. Alors, première question, je sais de qui ça vient, c'est Myriam. D'ailleurs, les 2 premières questions, je crois, sont de Myriam. Attendez, je vais vous dire, parce que je me rappelle. Oui, c'est de Myriam. Qui me suit fidèlement, comme Lila d'ailleurs, depuis 2010, je crois, sur mon blog. Et qui correspond avec moi dans les commentaires. Généralement, je ne les publie pas parce qu'elle me met au début que pour toi. Donc, je sais que ceux-là, je les publie sur le vlog parce qu'en fait, elle me laisse un message. Alors, la première question, c'est peux-tu nous dire tes vrais premiers livres lus quand tu as appris à lire et sur quoi? Je sais, tu l'as déjà répondu, mais c'était pour tes nouveaux abonnés qui se sont étonnés de ne pas le savoir. Euh, parce que j'ai fait un post la dernière fois sur mon blog, que j'ai effacé d'ailleurs. Pas parce qu'il me plaisait pas, c'est juste que j'ai fait un sondage sur le blog. Et il y a des personnes qui s'étaient abonnées au blog récemment et qui m'ont répondu que en gros non, ils savaient pas et qu'ils aimeraient bien tous savoir quand c'est que j'avais lu, etc. Donc Myriam m'a posé la question. Alors, mes vrais premiers livres sur lesquels j'ai vraiment appris à lire et à écrire. En fait, je pense que c'était sur les cahiers de vacances de mes petites voisines qui étaient des jumelles, qui avaient 5-6 ans de plus que moi. Donc moi j'avais 3 ans quand j'ai appris. J'ai commencé à apprendre à lire et à écrire. Donc elles en avaient 6 de plus. Et elles étaient en plein apprentissage des tables de multiplication, des règles de grammaire, etc. Et comme je traînais tout le temps avec elles, puisque voilà, dans mon petit village on n'était pas 500 personnes, hein, et nos grands-parents traînaient ensemble. Je pense que j'ai appris avec le cahier de vacances de mes petites voisines et aussi dans les livres du certificat d'études de mes grands-parents. J'aurais pu peut-être le prendre. Ah, mais je l'ai là. Je sais pas où il est. Mensouilleux. Ah, la boulette. Je sais pas où il est. Je sais pas. Bon, bref. Ceux qui ont suivi les vlogmas l'ont vu. C'est un petit livre qui a daté. Hein. Il date... en gros, du début des années, on va dire, il doit être des années 20, à peu près.
qui préparait au certificat d'études. C'était des textes assez courts d'auteurs majeurs, hein. Il y avait tout le monde, hein. Ça allait de Balzac à Maupassant, de Daudet à, je pense, Rostand, Jean Rostand d'ailleurs aussi il y est. Voilà, donc il y avait pas mal, mais c'était des petits textes, c'était des choses qui faisaient une vingtaine de lignes, 30 lignes, peut-être 40, mais grand maximum, et c'était par niveau. Voilà, c'était du plus important, enfin le plus simple au plus difficile. Et à chaque fois, il y avait des questions d'analyse de texte. Il y avait un petit résumé de la bio de l'auteur. D'ailleurs, si vous allez voir les vlogmas, peut-être les précédents, pas ceux de j'en ai pas fait l'année dernière, mais ceux de 2023, j'ai dû peut-être mettre des extraits. J'en ai lu et j'ai peut-être mis le livre, donc vous verrez. Donc j'ai dû apprendre là à lire aussi parce que c'était assez simple de le faire pour une petite fille. Et puis bien sûr mes grands-parents lisaient pas mal de quotidiens. À l'époque on lisait beaucoup de journaux papier. Et ils étaient abonnés à certains quotidiens comme Sud-Ouest, L'Équipe, etc. Donc voilà, mon grand-père m'a toujours dit que il m'avait appris à perfectionner ma lecture sur des articles sur du foot. D'où ma passion pour le foot. Voilà. À écouter. Hein? Voilà. Mais voilà, c'est à peu près, je pense que c'est comme ça que j'ai appris à lire. Voilà. Et donc Myriam me pose une deuxième question. Quel roman as-tu lu avant tes 10 ans et que tu pourrais recommander à des enfants? Alors je dois avouer que n'ayant pas mes cahiers de petite fille sur moi puisqu'ils sont en Dordogne, et mes grands-parents consignaient ce que j'ai lu comme roman jusqu'à ce que je le fasse moi-même vers les 10 ans, 10-11 ans, je dois avouer que je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle de certains livres, oui. Donc en fait, j'ai demandé à ma dernière tante, la seule qui me reste, qui était souvent avec nous, et je lui ai cité, je lui ai dit, je pense que j'ai lu ça, 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 ça avant 10 ans, ça aussi, puis elle m'en a rajouté un, que je me souvenais pas d'avoir lu avant 10 ans, mais elle m'a dit oui, c'est moi qui te l'ai offert, donc tu l'as lu avant 10 ans, je me rappelle. Voilà, donc en gros, les contes de Grimm, les contes d'Andersen, les contes de Perrault, bah logique. Alice au pays des merveilles, Peter Pan, le livre de la jungle, les petites filles modèles, donc de la comtesse de Ségur, faudrait peut-être que je dise les noms des gens. Ouais, ça va, Louise Carroll pour la Alice, Barry pour Peter Pan, Kipling pour le livre de la jungle, donc les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, le club, alors, tous les clubs des 5, toutes les fantomètres forever, tous. J'avais toute la collection. Le Petit Prince de Saint-Ex, ça c'est sûr, parce que c'était le grand amour de ma grand-mère, enfin un des grands amours de ma grand-mère. Littéraire. Et Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ça j'en suis sûre et certaine. J'avais lu avec mon grand-père qui m'aidait à comprendre, avec mon grand-oncle et mon vieux cousin. Qui quand j'avais avant 10 ans, il y avait déjà bien 90 la bête, hein, donc il avait dépassé l'âge limite lui. Et ma tante m'a dit, je t'ai acheté Le Lion de Kessel pour tes 9 ans et tu l'as lu. Donc voilà. Mais je pense que ça pourrait être des livres qui pourraient aller à des enfants de moins de 10 ans. Après, il y en a certains qui sont plus ou moins évolués. On est bien d'accord avec la question. Enfin, l'énoncé, c'est sûr qu'il y a des enfants qui à 10 ans ne peuvent pas lire ça. Parce qu'ils n'ont pas la maturité, parce qu'ils ont appris à lire tard, parce qu'ils ont eu des problèmes de lecture. Voilà, rappelez-vous, je pars d'une petite fille qui sait lire à 3 ans, voilà, qui commence à lire à 3 ans, et qui à 6 ans lisait comme une gamine qui avait déjà fait CP, CE1, CE2. Hein. Voilà, donc je partais avec un avantage, d'où le fait que je lu ça. Je sais que j'ai lu, je crois que j'ai lu à 10 ans, pile ou à 9 ans, entre 9 ans et 10 ans, j'ai lu Jacques Croquant par exemple. Voilà, donc, mais ça c'était obligatoire chez moi en Dordogne. Vous lisez pas le Jacques Croquant, vous êtes banni hein, de la familia. 3. Ah oui, je sais. Alors ça c'est un abonné sur Babelio qui m'a dit, j'ai vu sur ton Babelio, donc ton top 6, peux-tu nous expliquer pourquoi eux? Voici les 6. On m'a vu une imprime écran. Voici les 6, merci de nous expliquer. Le premier que j'avais mis, enfin le premier que j'ai mis, c'est Le Grand Môle d'Ariane Fournier. Est-ce que ça va étonner quelqu'un? Personne. Enfin en tous les cas, les gens qui me connaissent, non. Attendez, je bois un coup.
Je rapproche la tasse, ce qui n'est pas une bonne idée parce que je sens que je vais faire une connerie. Petit coucou à Caro si elle passe par là. Alors, le Grand Môle, est-ce que c'est étonnant? Non. Je pense que ça étonnera absolument personne. Je l'ai lu en classe de 5e, 4e. Il était au programme de 4e, je crois. Je me suis mis du feutre de partout tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas. Je crois que c'était en 5e qu'il était au programme. On l'a relu avec la professeure en 4e. On avait lu des extraits, je crois, en 5e. Et depuis, je pense que c'est un des romans que j'ai le plus relu, ou lu partiellement, ou relu en entier. Pourquoi eux? Pourquoi lui? Parce que l'écriture d'Alain Fournier, parce que l'histoire d'amitié, parce que l'histoire d'amour romanesque, parce que ce côté un peu mystérieux de la fête, de l'ambiance en plus. Et puis le personnage de Maulne, de Yvonne, de François. Alors au début, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, on va dire jusqu'à 25-30 ans, j'avais toujours un faible pour Gustave Maulne. En vieillissant, je vois beaucoup plus d'intérêt au personnage de François. Voilà, comme quoi, on évolue, mais le Grand Maulne. 2. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors, 100 ans de solitude, c'est un livre que j'ai lu en 3e, et qui était au programme de 3e, que j'ai adoré immédiatement. J'ai été happée par cette histoire de famille sur le long cours, et puis ce côté complètement barré. Complètement. Non, mais il faut... En fait, il faut rentrer dans le côté barré de Garcia Marquez, de se dire... ouais, non, voilà, de se dire, ah mais il est complètement frappé le gars. Mais c'est pas son meilleur pour moi, honnêtement. Mais c'est quand même celui que je préfère, parce que il part dans tous les sens, enfin il part dans tous les sens, non, mais il emmène loin. Voilà, il faut se laisser embarquer, on est d'accord. Alors moi j'ai eu la chance de le lire avec un prof de français, et en terminale, la prof d'espagnol nous avait demandé de lire un livre qui nous avait en langue hispanique, donc Espagne ou Sud-Amérique, enfin Amérique centrale ou Amérique du Sud. J'avais hésité avec 2 autres, dont un chilien que j'aimais beaucoup, et puis quand je lui ai cité celui-là, elle m'a dit « Oh, mais c'est un de mes préférés !» Donc j'ai dit « Oh, bah alors on va lire celui-là ». Donc on a lu 100 ans de solitude avec la prof d'espagnol. Alors pas... on était 9, je crois, 9 ou 10, donc elle avait le temps de nous voir individuellement. Donc on avait, je sais pas, je devais avoir 15 ou 16 heures d'espagnol, ou peut-être 15 heures d'espagnol. Donc en fait, on faisait 1 heure chacun et on tournait à tour de rôle pour expliquer, pour l'avancée de notre lecture en espagnol, ce qu'on expliquait. Donc évidemment, elle nous demandait un résumé de ce qu'on avait lu, elle nous interrogeait en espagnol, voilà. Et puis, non, franchement, 100 ans de solitude. 3, alors, j'aurais pu lui mettre 2, hein, parce que je l'aime d'amour. C'est Eureka Street de Robert McLean Wilson. Alors, il faut quand même que je sois honnête. Je suis une très grande fan de Robert McLean Wilson. Je lis tout. Je lis j'ai lu des minutes de colloque qu'il a fait sur la question nord-irlandaise, parce que c'est un nord-irlandais. J'ai lu tous les articles, je crois, qu'il a publié avec Charlie, ses interviews, des autres papiers qu'il a pu faire dans d'autres journaux français, parce qu'il manie bien l'humour. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup son recul, son cynisme, aussi quelquefois. Et puis j'aime sa façon d'écrire les mots, même si c'est des articles, même si c'est des tweets, il est très bon en ça. J'aime beaucoup le personnage. Alors, je suis pas forcément quelquefois en adéquation avec ses idées, et ça, je pense que vous commencez à me connaître, je m'en tamponne un peu le coquillard. Je dissocie les gens. Hein, voilà, en tant qu'auteur, je sais très bien que je ne suis pas mes personnages. Donc, si vous prenez, par exemple, un de mes personnages féminins,
vous allez dire, ah ben oui, Lisa, elle dit ça parce que son personnage dit ça. Ben non, c'est une invention. On est bien d'accord. Donc lui, quelquefois, même dans ses opinions, il y a des choses où je me dis, oh non, tu déconnes, Robert. Voilà, mais... voilà, mais j'aime beaucoup ce type. Voilà, j'ai eu la chance d'assister à un colloque où il intervenait, j'étais en mode groupie, j'ai même pas pu poser une question, alors que c'est en anglais, je crois que j'aurais bafouillé comme une débile. Euh, mais vraiment, franchement, alors Robert, s'il vous plaît, pitié, un nouveau roman, parce que moi je vais crever bientôt. Voilà, donc non, mais il faut qu'il ça sorte, parce que vraiment, Yoga Street, l'histoire, le lieu, Belfast. Après, ceux qui ont lu The Irish Cottage comprennent que c'est quand même un endroit qui est cher à mon petit cœur. Voilà, alors peut-être que ceci fait cela, mais je crois pas. C'est la plume, c'est l'histoire, c'est les émotions que ce roman procure, tout. Voilà. 4. Ah ben, on est encore dans l'Irlande. Hein. Oh, ben, on est... Oula, mais j'avais pas vu que nous avions 3 Irlandais dans les... Eh ben, ça va plaire à mes amis britanniques, ça encore. Oh là, ils vont encore me dire, voilà, tu vois, tu dis que tu es anglaise de cœur, mais voilà, où 20 ans d'amour. Ah, mais ça va, on fait ce qu'on peut. Quatrième, donc, alors, il faut que j'explique le contexte, oh, ça va être top. Le titre du livre, et je l'ai rarement vu tourner, 4 lettres d'amour de Niall Williams. Alors, c'est un livre qui m'a été offert par mon ex, un de mes ex, non irlandais, anglais. Et alors, anglais, hein. Quoi, plus anglais que ça, c'est pas Dinton qui est péruvien, pardon. C'est vrai, oups, Mr Bean, donc, mais en moins Mr Bean, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bref, très très anglais. Mais qui avait lu ce roman grâce à sa mère, qui l'avait lu et qui avait beaucoup aimé, et qui m'avait dédicacé ce roman pour moi. Voilà, dans une période où nous étions sûrement très amoureux, je pense, pour 4 lettres d'amour. Et je suis tombée, mais amoureuse du roman, mais alors même pas en peine d'y penser, s'il est là. Je n'ai plus entendu parler, ou alors je l'ai loupé. Mais s'il en avait fait un deuxième, mais j'avais beaucoup moins aimé, je crois. Enfin, le deuxième, j'avais beaucoup moins aimé que celui-là. De toute façon, ouais. Mais le contexte, la plume, le contexte, la délicatesse des mots, de l'histoire, de l'histoire, qui à la fois vous serre le cœur, mais à la fois vous met sur un petit nuage. Vous voyez, enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, mais c'est vraiment un très 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 beau roman, et pour qu'il soit là depuis, oula, ça date, il a au moins 30 ans ce truc. Voilà. 5. Jacou le Croquant, de Jeanne Leroy. Bon, ben j'ai expliqué pourquoi. Voilà. Périgord, because I am fière d'être une périgourdine de cœur et d'âme et de sang, pour une partie. Parce que l'histoire du Périgord me fascine, parce que c'est une province que j'aime, parce que c'est là où est mon cœur. Voilà. Donc... mais j'aime parce que ça parle de la révolte des croquants, parce que ça parle d'une époque du Moyen-Âge, parce que ça parle de ce... alors c'est dans le Périgord noir, qui n'est pas le mien, mais parce que moi je suis à l'opposé. Au Périgord noir, c'est ici, si vous voulez, pour vous. Donc c'est ici pour vous, et moi je suis là. En diagonale. Voilà. Mais voilà, c'est une période que tout le monde, enfin, en tous les cas, les gens qui sont du coin connaissent très bien cette période-là, parce que c'est romanesque, parce que c'est plein de révolte, parce que c'est plein d'idéalisme, parce que c'est plein de coups dans la gueule, voilà. Et puis parce que plus ou moins le petit gagne plus ou moins contre le gros, même si c'est pas forcément ça, mais voilà. Et puis c'est fascinant cette période-là du Moyen-Âge en Périgord. Il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà. Et 6, Dans la forêt, d'Edna O'Brien. Alors Edna O'Brien, c'est une grande dame qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais franchement, est-ce qu'elle va manquer, elle, aux lettres modernes. Franchement, c'est une écrivaine qui ne m'a pratiquement jamais déçue. À part un ou deux, j'ai trouvé, voilà, où je me dis, ah là, ouais, bon, c'est pas mal. C'est un peu comme Louise Aldrich aux États-Unis. C'est le genre de femme qui pose des mots sur les mots, ou sur la vie, ou sur
un fait et qui arrive à vous tirer tout ce que vous pouvez ressentir ou vouloir ressentir. Voilà. Dans la forêt, c'est un des livres que j'ai lu, je pense, je sais pourquoi, dans un contexte assez particulier, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai gardé dans ma liste. Il est très court hein, dans la forêt, mais je pense que c'est celui avec lequel j'ai eu le plus d'émotions fortes tout de suite. Voilà. Donc voilà les 6 qui sont dans mon top 6 de Babelio. Est-ce que je pourrais en enlever? Ah bah les 3 premiers, c'est sûr que non, on est bien d'accord. Il faudrait que j'y réfléchisse, savoir si, par exemple, quelqu'un pourrait prendre la place de Eugène Leroy ou Edna O'Brien. Je pense que Niall Williams, je ne le lèverai pas. Je pense pas. Il y aurait peut-être que les 2 derniers qui pourraient se négocier, mais est-ce qu'il y en a qui ont surpassé ça encore? Je sais pas. Oh, c'est une question à réfléchir. 4, et je sais qui c'est qui a posé. Lila, je te déteste. J'adore cette fille. Cette gamine. Ça pourrait être ma fille, hein, voilà. Parce qu'elle est arrivée sur le blog, je crois qu'elle avait 14 ans ou 15 ans. Voilà, donc, crois-tu aux fantômes? Elle est bête cette Lila. Oui. Oui, j'y crois. Et croyez-moi, j'ai pas de doute, hein, j'en ai vu. Je pourrais pas raconter ça là, mais j'en ai vu. Ça serait trop long à vous expliquer, mais j'en ai vu. Voilà. C'est rien, c'est Hux qui s'amuse sur son truc. 5. Alors là, par contre, je me souviens plus. Ah, si. Si, je sais qui c'est. Je me rappelle pas son nom. Oh, elle va. Mince. Elle a un pseudo. Je me rappelle plus. Elle a un pseudo qui n'a pas de rapport avec son prénom. Bon, ça va me revenir. Oh, merde. Salomé. Désolée. C'est sur Insta. Comment organises-tu tes activités artistiques? Tu m'épates tous les jours. Bah non. Mais alors pour faire la mauvaise blague, tu mets des pâtes, mais des pâtes amies. Ou alors, comme disait ma grand-mère, il y a que chez les sucrés, ils prennent pas les œufs. Ils se cassaient là, comment c'était? Il y a que fêlé, il n'y a pas de fêlé chez le sucré. Voilà. L'humour familial. Comment organises-tu mes activités artistiques? Alors, il faut dire que je fais beaucoup de choses. On est bien d'accord. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais, machin, tu n'as pas de vie, c'est pas vrai. Bah, je m'organise assez militairement, je dois dire, parce que je veux... Il y a une autre question derrière, donc il faut que je la dédouble, là, sinon je n'y arriverai jamais. Parce que si je veux faire tout ce que je dois faire, et ce que je veux faire, parce que c'est une obligation, mais sans l'être. En fait, pour moi, ce que je dois faire, c'est ce que je veux faire, plutôt. Si je ne fais pas comme je le fais maintenant, je ne pourrais pas me débrouiller. Déjà, tous les soirs de la semaine, je bosse de 7h30 à peu près à 9h30, sauf quand je suis en mode dégradé, comme en ce moment. Ou à 8h15, je commence à avoir la tête qui... sur la table. Ah si, non, mais c'est terrible. Je dormirai toute la journée en ce moment. C'est affreux. Tous les soirs... je dîne tôt. Voilà, j'ai la chance d'arriver... Alors tôt, non. Mais j'arrive avant... enfin, vers 18h. Enfin, avant 18h. Généralement, sans vous cacher, hein, je rentre, je fais rire beaucoup mes meilleurs amis quand je lui dis ça. Je rentre, je lève les kickers, la culotte, le soutien-gorge, je prends ma douche, je me démaquille, je donne à manger au chat, sinon il me bouffe, et je mange. Voilà. Ce qui me permet à 7h30 d'avoir fini ma vaisselle, d'avoir tout rangé, d'avoir préparé mes affaires pour le lendemain. Parce que je déteste vraiment organiser ça le matin parce que moi je suis au cordeau. Non, mais je suis vraiment... Alors là, je suis vraiment militaire dans ma tête. Ce qui me laisse 19h30, à peu près, à 5 minutes près. Donc, ce qui me laisse 2 heures le soir. Généralement, si je n'écris pas, et ça, c'est 2-3 mois par an, et là, malheureusement, je pense que ça va taper sur un autre, because j'en ai un autre qui vient d'arriver dans la tête.
faute à Justine, si elle passe par là. Déjà, celui de 2031, c'est la faute de Justine. Celui de 2032, c'est la faute de Justine aussi. Il faut gueuler après Justine si vous n'êtes pas d'accord. Si je ne suis pas en période d'écriture de roman, je fais certaines choses. C'est-à-dire que je vais... d'abord, je vais lire. Vraiment. Et puis, d'abord, je commence par rédiger la chronique du livre que j'ai fini. Ou rédiger la petite chronique du ciné ou de la série que j'ai fini. Ou voilà, des choses que je vois et que je vous rapporte. Ensuite, je lis, automatiquement. D'où le matin au cordeau, parce que je veux lire à peu près une bonne demi-heure, 3/4 d'heure après. Le vendredi soir, c'est consacré généralement en mode commando, dans une tranche horaire qui est pareil, hein, 19h30. Et alors là, par contre, je peux aller jusqu'à 23h si je fais rien. Sauf si je vais au ciné, sauf si je suis invitée. Mais sinon, je me démerde de toute façon quand je rentre pour travailler. Radio, et ensuite, généralement, je finis le roman, si je suis en période d'écriture, parce que généralement en période d'écriture, je travaille du lundi au vendredi soir. Le samedi, c'est pour autre chose. Sinon, j'écris vraiment tout ce que je dois faire. C'est-à-dire, c'est là, à ce moment-là, où je vous prépare les podcasts thématiques, historiques, etc., où je fais mes recherches, les synthèses et machin. Samedi matin, je tôt, parce que je suis une lève tôt, et quand je vous dis lève tôt, c'est 5h, au plus tard 5h15, 5h20. Voilà. Ah oui, non mais oui, oui, c'est... Ah, c'est mon horloge interne, hein, je peux rien y faire. C'est tout ce qui est écriture de chronique, rédaction des choses que je dois faire, et tous les enregistrements audio, tous les podcasts, tout ce que j'ai à faire en audio. Mes articles sur Patreon, mes articles sur le blog, les playlists que je mets, tout ça, je le fais le samedi matin, parce qu'en fait, je suis très matinale, mais c'est surtout que je suis beaucoup du matin. Vraiment. Je carbure le vendredi soir, mais je carbure à 10 000 le samedi matin. Vraiment. Donc là, en l'espace de 2-3 heures, si je me lève à 5h, allez, 5h30, je commence à travailler, à 8h30, j'ai plié ce que j'avais à faire. Après, dans la journée, je peux lire à droite, à gauche. Le soir, généralement, je lis au moins 2 heures, 3 heures, tranquille. J'essaye de fractionner avec les activités que je peux faire, etc. Sachant que depuis que je suis crevée, j'essaye de me reposer au maximum les week-ends, sinon je tiens pas. Voilà, et je rappelle, hein, je travaille à plein temps, hein, j'ai un boulot fixe de temps plein, machin, donc plus les horaires de transport, etc. Enfin, je reste pas les fesses sur la chaise. Dimanche, pareil, même dimanche, mêmes horaires que le samedi. Voilà, c'est mêmes horaires, même. En fait, le dimanche, ça me sert à ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas fini la veille. Le podcast que j'ai pas fini, le truc que j'ai pas fini d'enregistrer, le vidéo que j'ai pas fini de monter, voilà. Et en général, ça me prend 1 heure, 1h30, 2 heures, grand max. Donc, allez, à 7h30, j'ai dégagé, donc je peux lire, faire ce que j'ai envie, faire la cuisine pour la semaine, voilà. Mais vraiment, c'est ce que je fais. Et le dimanche soir, c'est immuable. Après la lecture, le machin, etc., je fais du dessin. Je vais reprendre le crochet parce que ça me manque. Voilà, je fais une activité manuelle artistique pour faire bouger mes petites menottes. Donc au début de l'année, par exemple, je fais tout mon bullet journal pour l'année. Donc ça, je dis comme ça 2-3 heures, machin. Donc je tire, je mets des stickers, je fais mes cases, je fais mes machins. Voilà, c'est des trucs, artistiquement, c'est des choses qui m'intéressent, qui me motivent. Je fais des collages que je jette, contrairement à ma copine Rosie. Voilà, je fais des dessins que quelquefois je jette aussi, qui font hurler meilleur ami, mais ça, voilà. C'est ce que je fais, voilà. Si je faisais pas ça, j'aurais pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Sachant que quand je suis en vacances, alors là, je carbure encore plus. Et surtout, je m'accorde le temps de dessiner, de jardiner, de procrastiner, de rien foutre pendant 2 heures à regarder le plafond, de buller, quoi. Voilà. Et de lire des magazines, quelquefois même des magazines que j'ai pas forcément accumulés dans l'année, mais parce que j'aime bien les magazines. Voilà, le dimanche soir, je peux dessiner, puis je lis un magazine parce que je suis abonnée à 2-3 magazines de vieux, comme disait ma mère.
Mais voilà, mais alors oui, en vacances, je fais beaucoup plus de trucs. Et tout ça avec les séries, les films, sachant que, je l'ai déjà expliqué, les séries, les films, j'en profite quand je mange. Alors on vous dit toujours, il faut pas manger à la télévision. Moi, l'avantage, c'est que si les deux épisodes font, mettons, allez, 1h10 ou 1h20, euh, ou que j'en regarde qu'un seul, bah, je sais que pendant 50 minutes, je vais manger pendant 50 minutes. C'est-à-dire que je vais fractionner mon repas pour faire 50 minutes. Je mange pas tout en 10 minutes en regardant la télévision comme ça. Je me lève, je mange l'entrée, mettons. Je me lève pour aller chercher le plat. Je reviens, je mange le plat, je repars. Je pose l'assiette, je prends le dessert ou je prends le fruit, je le coupe, je prends du temps pour le couper parce que j'aime les pommes, les bananes, les machins, les trucs comme ça. Voilà, je reviens le manger à table en finissant mon truc. Donc je fractionne, voilà. Mais c'est obligatoire, sinon je sais, il y a plein de gens qui mangent devant la télévision, qui engouffrent et qui se rendent même pas compte de ce qu'ils mangent. Non, non, moi j'ai décidé que c'est comme ça. Il n'y a pas tout sur le plateau, il faut que j'aille chercher. Sinon, voilà. Puis en fait, ça se fout du bien de vous lever un peu les fesses de la chaise. Surtout qu'on en passe beaucoup toute la journée assis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Sixième. Oh, on en est au 6. Ah oui, alors. Ouais. La question qui tue. Enfin, qui tue pas, mais. C'est une nouvelle abonnée. Ici, sur YouTube. Très gentiment, qui m'a dit. J'ai pas trouvé sur ta chaîne quelque chose qui parle de ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience d'auto-édité? Alors. J'ai fait un audio sur le podcast il y a 3 ans, je crois, à peu près, suite à un salon, un colloque auquel j'avais assisté et participé, entre auto-édité. Ils nous avaient demandé de faire un rapport sur notre expérience d'auto-édité, donc je l'avais fait avec grand plaisir. Et là, récemment, j'en ai sorti une espèce de mise à jour de mes expériences nouvelles en tant qu'auto-édité sur Patreon. Alors, je sais, pas tout le monde y a accès sur Patreon, mais voilà, pour l'instant, je le laisse pour toutes celles qui... Enfin, les 2 personnes qui sont abonnées sur Patreon. Et puis d'ici peut-être 2, 3, 4, 5 mois, je sais pas, je le basculerai sur le podcast. Et encore, je ne suis pas sûre. Voilà, mais j'ai pas trop changé. Je me rappelle ce que j'avais dit sur le précédent, j'ai pas trop changé. C'est juste quelques coup de gueule de plus. Voilà, en résumé, pour faire court, ça me convient fort bien d'être auto-édité parce que je suis libre de les publier quand je veux, d'avoir la couverture que je veux et pas d'avoir une maquette imposée. Même si je sais que les maisons d'édition, pour avoir été éditées, on a notre mot à dire quand même. On peut dire ah non, celle-là de couverture, je préférerais ça, machin. Mais le mot final quand même, c'est la maison d'édition qui a souvent des maquettes, qui a souvent une charte graphique à elle. Voilà, donc elle va pas mettre du rose fluo si sa charte graphique dit jamais de rose. Voilà. Donc ça me laisse la liberté de la couverture, ça me laisse la liberté de travailler avec qui je veux pour la conversion, pour les couvertures justement. Même si je suis assez loyale, hein, je suis assez fidèle, voilà, mais voilà. Ça me donne l'occasion de sortir mes romans dans l'ordre que je veux. Un par an, dans l'ordre que je veux, parce que je sais qu'ils doivent être sortis comme ça. Voilà. Parce que c'est moi. Voilà. Et puis c'est surtout parce que c'est aussi la vision de mon écriture qui évolue, ou pas. On est bien d'accord, ou pas. Peut-être que je progresse pas du tout, que je régresse. Mais en tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Donc vraiment c'est une bonne expérience. Moi ça me convient, j'aime tout faire, donc j'aime inscrire mon truc sur la Bibliothèque nationale de France, au dépôt des manuscrits, j'aime faire mon BAT, j'aime organiser ma mise en page, ça m'éclate de faire ma mise en forme, c'est toujours la même, mais voilà, de faire attention, de regarder, voilà, pareil, d'imaginer la couverture. Là je vais envoyer les 2 images que je veux pour la couverture de 2026, mais je sais ce que je veux. D'ailleurs Fanny m'a répondu, de toute façon toi tu sais toujours ce que tu veux pour la couverture. Oui. Alors, c'est la chance que j'ai, mais c'est la liberté que j'ai en étant auto-édité, on est bien d'accord. Voilà. Après, le seul truc écueil qui vraiment est un peu pas nouveau, mais il est quand même de plus en plus prépondérant depuis le dernier podcast.
c'est le manque et l'indifférence surtout de pas, je vais pas dire tous parce que ça serait faux, mais d'un grand nombre de lectrices, de lecteurs, de blogueuses ou blogueurs ou d'influenceurs qui se disent littéraires, qui prônent qu'ils adorent la littérature, qu'ils adorent les univers des auteurs, qui veulent découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles aventures, etc. et qui crachent à la gueule des auto-édités, en gros. Hein. Alors, je comprends, gueulez pas si vous êtes des influenceurs derrière vous, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui me regardent, parce que je sais, et pour être auto-édité, pour avoir lu des auto-édités, croyez-moi, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec un petit groupe d'auto-édités que je connais depuis longtemps. On va dire que 70%, pour pas être méchante, 70%, allez on va dire 70%, de ce qui paraît en auto-édition, c'est franchement pas formidable. Outre les fautes, les mauvaises mises en page où on voit rien, enfin les trucs qui sont pas finis, enfin qui font pas professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis méchante, hein, mais c'est ce qu'on m'a... Alors, c'est ce qu'on m'a donné comme compliment plus à chaque fois. C'est que ma mise en page, ma mise en forme, les couvertures, la façon dont c'était mis à l'intérieur, faisait très pro. Voilà. Oui, parce que si je publie un roman, c'est un roman. Ça, c'est pas... Je veux qu'il soit à la limite professionnel. C'est comme si j'avais mes propres maisons d'édition. Voilà. Je me mets dans la tête que je serai ma propre maison d'édition. Voilà. Je serai le Joël Dicker du coin, si vous voulez, en modeste, voilà, qui a lancé sa maison d'édition. Bon, ben, il a sa charte graphique, il sait comment mettre ses livres, il veut des trucs sur la couverture, il veut un logo, machin. Voilà. Donc, je suis partie de ce principe-là dès le début, dès que j'ai décidé d'être en auto-édition. Même si c'était d'ailleurs, je crois, pour la Smala, pour le premier, j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà, donc je le fais comme si j'étais un éditeur, comme si c'était moi qui éditais mon propre livre, mais qui éditait. Donc je veux que ça soit beau. Point. Alors c'est vrai qu'au début, j'avais pas trop les moyens pour les couvertures de la Smala, mais maintenant que j'ai pu développer certaines qualités, que je connais, que j'ai pu voir comment ça faisait, bon ben il y a des couvertures qui, dès le début, par exemple la couverture de la Smala, c'est amélioré, je les ai améliorées et je les ai remises nouvelles, il y a quoi, 2 ans 2-3 ans, parce que voilà, j'ai un logiciel basique, merdique, machin, qui me fait des couvertures, que je peux faire des couvertures toute seule. Alors, pas des très élaborés, on est bien d'accord qu'un graphiste, c'est un graphiste, voilà. Mais pour la Smala, où il y a juste une photo de mariage, c'est pas non plus... vous voyez ce que je veux dire, voilà. Saint-Martial, le dernier, là, la monographie que j'ai sortie l'année dernière, au mois de juillet, c'est moi qui fais la couverture. J'ai eu la chance que l'équipe de Fanny mette les textes plus nets, parce que j'arrivais pas à le faire avec mon petit logiciel tout pourri, mais qui était déjà pas mal, mais pour moi, c'était pas suffisamment net, et la couleur n'était pas... Le vert n'était pas dans ma palette. J'avais pas toute la palette que les graphistes ont. Voilà, ils ont gentiment accepté de me mettre le même vert que je voulais, mais c'est tout. J'avais fait les 90% du travail, 95%. Voilà, donc vraiment je veux que ça soit professionnel. Je sais que 70% des auto-édités c'est pas pro. Voilà, ça fait roman de la cousine Germaine qui a fait ça pour la famille. Bon, mais si ça leur fait plaisir, c'est leur problème. Voilà, le souci c'est que ces gens-là, et très souvent, sont des rentre-dedans. Moi ça me gave ce genre de choses. C'est moi ce que j'appelle des marchands de tapis. Ils veulent absolument se faire connaître, ils inondent les influenceuses, ils inondent les blogueuses, etc. Et au début, peut-être, en se disant « Ah ben oui, alors ça doit être sympa de lire ça », bon, ben elles ont eu des mauvaises expériences, ou elles ont reçu ça en SP, et elles ont tellement de partenariats, de trucs, que un auto-édité, elles se disent « Bon, ben je vais le lire dès que j'ai un creux ». Mais lui, il comprend pas, donc il la relance, et quelquefois, ils sont assez virulents, pour avoir eu affaire à un auto-édité qui comprenait pas que j'avais pas que lui à lire dans ma vie, qui m'a dit oui, en tant qu'auto-édité, tu devrais quand même pouvoir m'aider. Je lui dis attends, tu te calmes déjà, puis je vais t'expliquer. J'ai lu les 3/4 de ton roman. Je voulais finir avant de te dire quoi que ce soit. C'est truffé de fautes.
l'histoire se tient pas, t'as un personnage qui meurt à la page 14 et qui revient à la page 42 et qui remeurt à la page 53 et qui revient à la fin sans explication logique. Si c'est un fantôme, il faut le dire. Voilà. Et je lui avais dit, je t'ai pointé tout ce que moi, en tant que lectrice, j'ai trouvé ça complètement débile. Tu vas pas aimer. On est bien d'accord avec lui. Alors c'est sûr qu'il me fera jamais plus lire ses romans. Bon. Ici, on tombe sur une influenceuse qui tombe là-dessus, elle va se dire, oh là là, les auto-édités, oh mais jamais. Voilà. Le problème, c'est, on va dire, les 25-30% qui restent. Qui sont, comme moi, dans un schéma professionnel. Voilà. Et qui font vraiment des corrections, qui font vraiment attention à la mise en forme, qui font vraiment un travail qui paye, un graphiste qui paye les corrections pour que ça soit fait. Et qui, je suis désolée, mais dans des maisons d'édition, il y a des boulettes dans les livres, mais ça, les gens n'osent pas le dire, alors que quand c'est un auto-édité, tout de suite, ah là là, il y a 2 erreurs dans l'autre livre, tu l'as pas vu dans le Grasset, dans le machin là, tu l'as pas vu celui-là, voilà, donc très souvent c'est ça, mais les 25 ou 30 qui restent se font brocarder la gueule, se font, les gens sont indifférents à ce que nous on produit, voilà. Alors quand il y en a un ou deux par hasard de blogueurs ou de personnes qui ont une chaîne YouTube, Twitch, TikTok, ce que vous voulez. Moi ça m'est arrivé pour TikTok, il y en a une, elle a lu un de mes romans, elle m'a dit oh putain pour un auto-édité tu m'as bluffé machin, je lui ai dit bah merci tout ça. Et elle m'a dit ah ouais mais ça me remet sur l'envie de relire des auto-édités parce que jusqu'à présent c'était que des merdes. Ok, merci. Alors, j'ai pas pris pour moi, mais je me suis dit, effectivement, si ils sont là pour aider les auteurs, je parle pas des auto-édités, je parle des auteurs, des trucs, bah, c'est pas que les gens qui ont pignon sur rue, c'est pas que les gens qui sont dans les maisons d'édition, c'est pas que les gens qui ont du succès qu'il faut aider. Si vous aimez la littérature, vous aimez toutes les littératures. Moi, il y a des livres que je lis, perso, l'auteur est complètement inconnu, je l'ai trouvé au fin fond du baquet derrière. Voilà, je suis désolée, hein, tout le monde s'est pris d'amour pour Chopin, machin, depuis la barque de Massao, ou un peu avant. Mais moi, ça fait depuis 2019, donc ça fait quand même depuis 6 ans que je rabats les oreilles de tout le monde avec Chopin. Chopin, qui en avait entendu parler. Il était publié à La Force aux Ours. Il y avait... Oui, des gens, des lecteurs de La Force aux Ours, mais sur les réseaux, sur alors à l'époque, il n'y avait pas Twitch, mais sur le YouTube, il n'y avait pas Chopin. Très peu. Et les rares personnes qui sont venues me voir quand j'ai parlé de Chopin m'ont dit « Oh là là, mais je n'avais pas entendu parler, machin. » Voilà. Donc, c'est des trucs, quelquefois vous dites « Mais merde, pourquoi vous donnez pas sa chance à quelqu'un, même en auto-édition, vous le lisez sans le dire. » Alors, moi, je fais partie des rares auto-édités qui vont dire aux gens si tu veux un SP, je te le file, mais je te demande pas de faire de photos, je te demande pas de le montrer dans ton book haul, je te demande pas que tu le montres à toute ta communauté, je veux que tu le lises. Il est bien, il te plaît, tu chroniques, ou pas, mais tu me fais un retour, même par mail, tu me fais un retour en me disant oui, j'ai bien aimé, non, j'ai pas aimé, machin. Si tu as bien aimé, tu peux me faire un retour par mail. Si tu veux pas en parler, t'en parles pas. Si tu veux en parler parce que tu estimes que franchement ta communauté devrait aimer, bah tu le fais. Voilà. Mais je te demande pas qu'on voit ma tête. Voilà. Et il y a plein d'auto-édités, je le sais, qui exigent que l'influenceuse, que la blogueuse montre le livre, machin, etc. Non, non. La plupart des vrais auto-édités qui veulent vraiment être connus pour leur travail, pour leurs livres, et qu'on les lise pour ce qu'il y a dedans le livre et pas sur la couverture et pas voir leur tronche, ils vont vous dire « Je m'en tamponne que tu me montres, que tu me cites, moi je veux que tu me lises. » Voilà. Et ça pèse, cette indifférence et cette façon de manque de retour des gens qui deviennent, qui se disent être professionnels, du livre et des influenceurs et des littéraires, etc. Et qui ça fait chier. Voilà, clairement, ça fait chier parce que moi, petit à petit, je gagne toujours des lecteurs toutes les années. Et la réflexion qui vient très régulièrement, c'est pourquoi vu, et je cite, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, pourquoi vu la valeur de tes romans, personne n'en parle.
dans les influenceurs et les blogueurs. Je leur dis, ben parce que je ne les intéresse pas, je suis auto-éditée. Je ne peux pas leur amener un partenariat, je leur ramènerai pas d'argent. Voilà. Un jour que j'ai vraiment fait, parce que ça faisait longtemps qu'elle me suivait, je lui ai dit, qui n'est plus du tout une blogueuse littéraire, qui fait complètement autre chose, mais si elle était restée blogueuse littéraire, croyez-moi que ça aurait été elle qui aurait eu la priorité. Un jour, je lui ai dit, je fais 30% pour les libraires sur mes bouquins, parce qu'il y a 30% sur The Book si vous êtes libraire, pour les acheter pour votre librairie, donc vous avez la marge des 30%. Moi, je gagne presque rien sur ça, mais c'est pas grave, c'est normal. Je lui ai dit, je te fais 30%. Donc, il n'y a aucun problème, je te donne un code, je te demande avec The Book, et je fais partir les bouquins, moi, et donc voilà. Et donc on s'est arrangé comme ça, c'est-à-dire qu'elle a eu des commandes, que moi je lui ai envoyé, moi, avec la marge des 30% dessous, et qu'elle a pu vendre, en fait, entre guillemets, donner à ses abonnés pour le concours, etc. Donc il y a des trucs qu'on peut faire. Mais l'indifférence et le fait de vous regarder de haut parce que vous êtes auto-édité sans que vous ayez lu une ligne, hein. Voilà, ceux qui vous massacrent la gueule sur Babelio, sur Livre Addict, sur Goodreads, qui vous ont jamais lu. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué, mais à part ça, moi je suis très heureuse. Mais ce n'est pas de mon fait. On est bien d'accord avec la question. 7, c'est l'avant-dernière, chic. Je vais crever. J'en peux plus. Est-ce que j'ai le droit de me couper la moitié des poumons, là, genre, des branches, là? Ça me gonfle les branchies, là. Il faudrait avoir des branchies, là. 7. Y a-t-il... Seigneur, j'avais oublié ça, là. Merde. Y a-t-il des chaînes hors littéraire? Ah, oui. Alors, hors littéraire, en gros, en gras et en majuscule, hein, pour pas que j'oublie. YouTube, donc, que YouTube. D'accord, ok. Dont tu ne loupes aucune vidéo. Ah oui. Ah ouais. Punaise, oui. Depuis leur début. Alors attends. Celle que je suis, toutes les vidéos. Et en plus, c'est que des personnes que j'ai suivies dès le début. Pratiquement. Au bout de 2-3 vidéos qui étaient sur leur chaîne, je suis arrivée dessus. Par hasard. Alors, je peux dire comment je suis arrivée. Pratiquement pour toutes. Pour toutes. Ouais. Alors, par ordre de... Non, celle qui me vient en premier. Alors, la vie de Nami. C'est une japonaise qui fait du lifestyle. On ne la voit jamais, on voit que son corps, elle se coupe là. Elle cuisine, elle fait visiter Tokyo, elle fait des visites des endroits où elle va au Japon, elle explique la culture japonaise, la cuisine. Sachant que je ne suis pas du tout... Alors, moi je suis un paradoxe sur ce pays. C'est-à-dire que la littérature, j'ai essayé. Il y a des livres que j'aime bien, hein, par exemple Âme brisée, j'aime bien, même si c'est Rosie m'a dit qu'elle est d'origine japonaise, elle vit en France, mais voilà, mais dans l'esprit, voilà ce que je veux dire. J'en ai lu de la littérature japonaise ou asiatique, mais je suis pas attirée. Voilà, les films me laissent froide. J'aime bien, il y en a certains que j'aime beaucoup, mais je suis pas, voilà. Mais le paradoxe est que je suis fascinée par ce pays dans le sens où, pour moi, la tarée d'histoire, ils sont arrivés à concilier admirablement, et je pense que c'est le seul pays au monde qui a réussi à faire ça, la tradition et l'histoire pure, c'est-à-dire vraiment l'ancien temps, l'ancien, au ultra moderne, parce qu'eux, ils sont à 10 000 km devant nous, hein, parce que nous, on rame derrière. Ils sont arrivés à ça. Et Nami, elle, alors, c'est impressionnant, parce qu'elle est à la fois très traditionnelle dans sa façon de faire, dans ses codes, dans les codes qu'elle utilise tous les jours, on le voit d'ailleurs, hein, dans la façon de faire sa cuisine, dans la façon de présenter les choses, et puis elle est ultra moderne de tout, c'est-à-dire elle vit avec son téléphone à la main, elle paye partout avec le téléphone, elle a le téléphone qui borne sur le métro, si ça pouvait exister. Bon bref, enfin ça n'existe pas, nous, dans cette ville de merde, on est encore... Non mais on va y arriver un jour à faire un truc correct. Voilà, bon après moi je suis la débile qui a un téléphone tout pourri, et qui... j'ai déjà Instagram, et Instagram, si je rajoute une application, le téléphone me dit « Ciao, vacances !» Voilà, moi je peux pas clairement rajouter, mais vous voyez ce que j'ai, c'est la modernité. Et je suis arrivée dessus parce que je cherchais... je crois que je cherchais...
une chaîne YouTube qui parlait de cuisine japonaise. Alors pas du tout pour un roman, mais pour une copine qui voulait se renseigner pour un roman, qui finalement elle n'a pas écrit. Et elle me dit, oh là là, je comprends rien à YouTube et tout. Et moi j'étais déjà, plus ou moins, je regardais beaucoup de vidéos de musique sur YouTube ou des documentaires. Et je lui dis, attends, bouge pas, je sais comment faire et tout. Donc voilà. Et un jour je suis arrivée sur la vie de Nami. Voilà. J'essayerai de vous les mettre en bas, de les lister, en fait, de faire hâte, vous savez, de les mentionner pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. La deuxième, c'est Sonia Seller. Je suis arrivée sur sa chaîne, c'était sa 4e vidéo. Je suis fascinée par cette fille. Premièrement, elle parle de beauté, beaucoup de beauté, de skincare, de maquillage aussi. Elle parle de mode aussi. Et quelquefois, de temps en temps, de culture. C'est-à-dire qu'elle va vous pointer un livre qu'elle lit, une série qu'elle a vue, machin. Cette fille est d'une intelligence remarquable. En plus d'être belle, ah oui, oh bah oui, en plus d'être une sublime blonde qui en plus a beaucoup de talent parce qu'elle chante. Elle a fait son générique. C'est son mec qui fait le montage du générique, je crois. Et elle chante, mais lui, il chante aussi. Enfin bref, ils sont artistes tous les deux. Elle parle de skincare vraiment hyper bien. Elle est drôle. Elle a beaucoup d'humour. Elle a beaucoup de recul sur elle. Elle est bienveillante tout le temps. Sonia, elle s'appelle Sonia Seller. Enfin, son titre, c'est Sonia Seller. Moi, je l'appellerais Sonia Solaire. Hein. Personnellement, je pense que c'est ça aussi, parce qu'elle est solaire. Voilà. Et vous passez une vidéo, je me gondole aux intros qu'elle fait sur les vidéos. Moi, je suis écroulée de rire à chaque fois. J'ai un humour très bas. Hein, oui, je m'amuse beaucoup. Elle fait des jeux de mots. Des fois, elle a dit « Oh là là, ça va pas passer. » Moi, je suis écroulée de rire derrière. Donc voilà, donc je pense qu'on a le même humour. Ah, on est de la même génération à peu près. Voilà, donc donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis on apprend beaucoup avec ses vidéos. Enfin, c'est tout. Moi, j'apprends beaucoup avec ses vidéos. C'est elle qui m'a relancé sur Pierre Rico parce que je connaissais ça de par quelqu'un qui l'utilisait dans ma famille. Je me dis, oh, c'est un truc de vieux, machin. Et puis un jour, je la vois, machin. Je fais, oh, mais merde, je vais essayer. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout influencée pour les livres, les machins. Mais alors, côté beauté, je suis un peu conne quand même. Là, oh, on peut pas avoir que des qualités. Voilà. Autre que j'écoute tout le temps, que je regarde toutes les vidéos. Perceline. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Perceline, elle le lit, machin. Oui, mais alors, Perceline / Barocco. Parce qu'elle a deux chaînes. Je crois que là, c'est Les Yeux Perses, sa chaîne actuellement, et Barocco Podcast ou Barocco Culture. Voilà. Elle a une chaîne Twitch aussi, Barocco _ culture. Moi, je la considère pas comme une littéraire, parce que pour moi, c'est une artiste. Et c'est une artiste. Voilà. Elle écrit, elle est dramaturge, déjà, premièrement. Elle est poétesse. Et elle est artiste. C'est une intermittente du spectacle, comme elle dit. C'est quelqu'un qui a énormément de culture. Voilà, pareil que enfin, après vous allez vous dire, ah les filles, bah oui, moi j'aime les gens qui sont excusez-moi, les bas du plafond, enfin après j'aime le foot. Alors bah je vous ai dit que moi je suis un peu, voilà, là, mais... ah écoutez, voilà, dans la vie il faut de tout pour faire un monde. Hein. Non mais voilà, j'aime bien, et puis je trouve que c'est quelqu'un de... C'est une artiste. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Je l'aime parce que c'est une artiste, parce que c'est quelqu'un qui présente des choses, parce que c'est quelqu'un qui a de l'imagination, parce que quand elle fait des spectacles et qu'elle présente des trucs, etc., il faut les sortir. Hein. Voilà. Elle enseigne aussi avec sa compagnie à des élèves, etc. Donc, moi, j'aime les gens qui créent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais Sonia, c'est du maquillage. Oui, mais elle crée. Voilà, elle crée des choses avec les marques, hein. Elle a des partenariats, c'est pas des partenariats qu'on lui affile un produit pour qu'elle vende. Non, elle élabore le truc avec la marque, elle a des choses à elle. Voilà, donc honnêtement, c'est des gens, voilà, c'est que des gens qui créent. Alors, peut-être une amie, elle crée pas trop de masse, quoique quand elle fait des cuisines, c'est un peu de la création quand même. Hein. Voilà, donc Perceline, et si elle passe là, bisous. Vivement la lecture commune de cet été. Et ensuite, et oui, je pense à Louis pour toi. J'ai pas oublié, c'est juste que j'étais malade. Pardon, je suis désolée, mais là, c'est horreur. Ensuite, Caro from Woodland.
créatrice. Vous allez vous dire, elle le fait exprès. Non, alors Caro, je suis tombée dessus parce que je cherchais comment faire de l'aquarelle. Alors, meilleure amie vous le dira, je suis assez bonne en dessin, même si meilleure amie est très bonne en dessin. Cette gourde n'a pas fait les beaux-arts, mais je la hais pour ça. Vraiment, si je lui trouve un défaut à meilleure amie, un seul, bon, son goût en musique de merde, mais... Ah oui, et puis son obstination à aimer Tom Cruise. Bon, elle a 3 défauts. C'est pas énorme, hein. Voilà. Le reste, elle est parfaite. Mais non, si elle a un défaut, c'est qu'elle n'a jamais voulu faire les beaux-arts. Alors que cette gourdasse a un talent fou. Je lui foutrais des claques. Non, je vous dis même pas. Bref, je lui ai même proposé qu'on aille faire les cours du soir des beaux-arts, toutes les deux, histoire qu'elle ne soit pas seule, qu'elle n'ait pas peur et qu'elle trouve qu'elle n'est pas de talent alors qu'elle a énormément de talent. Mais elle veut pas, elle a peur. Bon. Bref, je vais arriver à la décider un jour. Et donc j'ai tapé, mais alors je suis pas mauvaise en dessin, mais alors je suis une daube en peinture. J'adore peindre, d'où le Jude Law qui est là. Qu'on peut. Ah bah écoutez, voilà. Alors par contre ça c'est ma peinture, on est bien d'accord. Donc je suis une daube en peinture. Si quelqu'un arrive à croire que c'est ça. Bon, on est bien d'accord. Bon, après, le thème, c'était vert, hein, on est bien d'accord. Mais, moi, je suis une daube en peinture. C'est clair, ça se voit. Et j'ai tapé, tout le monde me disait, ah, l'aquarelle, c'est peut-être mieux pour toi, machin. Pas sûr. Bon, bref. Donc, j'ai tapé peindre de l'aquarelle. Comment peindre en aquarelle version française, parce que je me suis dit, putain, c'est un Allemand qui me faisait ça. Alors, déjà, peinture, je suis naze. Si en plus, c'est une langue que je maîtrise pas, je vous raconte même pas. Et je suis tombée en fait sur Caro. Voilà, qui faisait des vlogs au début, qui parlait peinture, de création, et j'ai trouvé qu'elle était rafraîchissante. Voilà, qu'elle était... Déjà, premièrement, je l'ai trouvée très douce, très facile d'accès, et puis elle montrait des choses, des créations, et puis alors moi, j'étais là, oh, mais comment elle fait ça? Oh, mais comment elle fait ça? Et après, quand elle a commencé à faire ses trucs de dessin, ses esquisses, et puis ses livres, machin, je me suis dit, allez, vas-y, bah moi, c'est... Bon, oui, je suis une fan de Cadro, femme blonde, voilà. Alors, le truc cosy, c'est pas... Oui, alors, des gens qui me connaissent, cosy, machin, truc, bidule, rester au coin du feu, 3 heures à regarder le plafond, ça peut m'arriver en Dordogne. Mais j'aime ce truc, voilà. Puis elle a le même amour que du jardin et que moi. Donc voilà, alors moi, je suis main verte. Hein, moi, je suis très potager. Maman avait la main verte. Voilà, moi, je suis une daube. Moi, les cactus, c'est très bien. Ça mord pas. Voilà. Par contre, le reste... Voilà. Et que je regarde toutes les vidéos. Qui d'autre je regarde toutes les vidéos? Bah, à part elle. Ah si, Dominique Sasque. Dominique, c'est une journaliste américaine qui a très longtemps sévi sur une chaîne américaine à Houston et qui fait des vidéos depuis quelques années. Elle parle de tout. Elle parle de maquillage, elle parle de bien-être, elle parle de vie commune, elle parle de son métier, elle parle de ce qu'elle crée. Et depuis quelques années, elle fait des podcasts. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, je l'avais chroniqué sur la chaîne. Elle a ouvert un podcast qui s'appelle Flourishing, 50 ans, Flourishing, etc. Enfin bref, elle parle aux femmes qui ont plus de 50 ans, ce qui sont qui veulent, qui sont en train d'être ménopausées, qui sont ménopausées, comment évoluer, comment faire face à la mort d'un parent. Elle a eu à faire face à la mort de sa maman, Audrey, qui elle montrait très souvent sur la chaîne, qui était une femme formidable. Voilà, donc c'est des gens que j'aime bien, et puis c'est des créateurs. Elle crée des trucs. Voilà, elle est vraiment créatrice de contenu. Elle pique pas les idées des autres. Hein. Elle a ces trucs. Voilà, et puis elle a une vie hyper riche parce que elle a été journaliste, parce que elle est influenceuse maintenant, mais influenceuse grand niveau. Hein. Voilà, et qu'elle est très très reconnue dans son métier. Et moi j'aime bien. Après, qui je regarde d'autres? Pas toutes peut-être, mais je dirais 3 sur 4. Allez, on va dire 75% de leurs vidéos. Colline, évidemment, puisque je la suis depuis son blog, et pourquoi pas Colline. Et maintenant Colline. Je la suis moins pour le tricot. Des fois, je regarde ses vidéos sur le tricot, mais moi, je suis très crochet. Mais je regarde parce que moi, je suis fascinée par ce qu'elle fait. Non, alors, voilà. Dessin, crochet,
Dessin tricot, hein. Même combat, Lisa, naze. Je suis pas mauvaise en crochet, mais alors tricot, je sais pas pourquoi, par un crochet, tricot, c'est pas loin, mais non, mais bref, voilà, le cerveau va pas. Donc Colline, parce qu'elle me fait marrer. Elle est drôle, Colline, elle est géniale. Florivine, qui est une artiste plurielle et slow, comme elle se définit. Pareil, je suis arrivée très très tôt sur sa chaîne. Pareil, c'est une aquarelliste. Elle lit beaucoup. Elle a une... Bah, comme elle se définit, elle est artiste plurielle parce qu'elle est aussi écrivaine. Elle est aussi aquarelliste. Elle crée du contenu sur ses réseaux. Et puis, elle fait des pensées. Elle fait des stickers aussi. Elle a une elle a une boutique de stickers, d'aquarelles. Elle vend ses aquarelles aussi. C'est des créateurs, je vous dis. Voilà, Florivine, c'est une créatrice aussi. Mon blog de fille, Hélène, parce que Hélène, ça fait longtemps, très longtemps. Je crois que depuis qu'elle a commencé sa chaîne YouTube, ça va faire, je sais pas. Oh là là, ça fait plus de 12-13 ans qu'elle a sa chaîne, Hélène. Sûrement. C'est une des pionnières, d'ailleurs, pratiquement, sur YouTube, de ce contexte. Alors, elle fait vraiment beaucoup de maquillage et de skincare. Elle parle un peu, des fois, de culture, de ce qu'elle peut lire ou autre, mais essentiellement, c'est ça. Et pareil, elle s'y connaît un peu, hein, donc voilà, elle a des collaborations. Euh, je crois pas qu'elle ait développé de produits avec une marque, mais elle a des collaborations avec des bonnes marques. Et puis jusqu'à présent, c'est ce que j'aime aussi chez Sonia et chez Colline, c'est qu'elles sont, qu'elles sont honnêtes et qu'elles sont correctes. C'est-à-dire qu'elles vont pas dire ce produit est génial uniquement parce qu'elles sont rémunérées par la marque. Voilà. Après, vous êtes libre ou pas d'acheter. Personne. Alors, moi, j'aime bien les gens qui leur disent oui, mais tu nous fais acheter des trucs. Bah, personne te met le couteau sur la gorge. Hein. Voilà. Moi, aucune des trois là que j'ai citées, Colline, Sonia et Hélène, elles m'ont jamais forcé à acheter quoi que ce soit. Je suis libre d'acheter ou pas ce que j'ai envie. Pour Pierrico, c'est parce que je me posais la question depuis quelques temps, parce que ma peau, en vieillissant, ben, je trouvais pas de produit qui était en rapport avec ma peau qui vieillissait. Enfin, qui était... Oui, bah, qui vieillissait, qui... ça tombait de tous les côtés. La preuve que ça tombe un peu... Bon, là, c'est parce que c'est la ventoline et la cortisone. Merci pour moi. Mais bon, voilà, l'arrondi... Si vous avez pas ça, j'ai un arrondi qui s'est pas encore trop cassé la gueule. Mais qui commençait quand même à un moment donné. Je ah, Antéchrist. Voilà, Pierrico. Voilà. Donc, pareil. Hélène de mon blog de filles, pareil. Voilà. Et puis, elle a un humour... Ouah, j'adore. Ah, des fois, elle est... Mais j'aime bien, ça les cache. Voilà, j'aime pas les gens qui vont... Moi, les gens qui sont mielleux, qui vont dans leur sens de leurs abonnés, ça me gave. Si tu es pas content, tu dégages, quoi. Enfin, voilà, c'est à peu près. Fleur de Force aussi, je vois beaucoup de... C'est une influenceuse anglaise. Pareil, lifestyle, beauté, mode, machin. Alors elle est du haut niveau. Hein. D'ailleurs, sa maman fait des bijoux. C'est une poupée, cette fille. La première fois que je l'ai... Alors elle, vraiment, c'est quelqu'un qui me l'a... qui est une de mes copines, donc Claire, que vous avez peut-être entendu, dont vous avez entendu parler sur la chaîne à cause de Matthew Shardlake. Claire travaille dans la mode. On va faire simple. Et à un haut niveau. Et donc, elle me dit, oh, écoute, la dernière fois, une présentation, elle a croisé cette jeune femme. Mais il y a des années, hein. Et elle a une chaîne YouTube. Va voir, elle est fantastique, elle est jolie comme un cœur, elle est drôle, elle est mignonne, elle sait de quoi il parle, elle est intelligente, machin. Alors je me suis dit, putain, c'est qui? Donc je suis allée voir, je fais, oh punaise qu'elle est jolie. Et elle est britannique, bordel de Dieu. Donc l'accent qui va avec, les manières qui vont avec, tout le truc. Alors oui, elle a un faste parce qu'elle a une très jolie maison, parce qu'elle a, maintenant elle a sa boutique, enfin sa marque de bijoux. Mais elle a eu des épreuves dans la vie, elle s'est jamais cachée des merdes qu'elle a vues et puis des grosses merdes. Mais elle est voilà, elle est... c'est un petit rayon de soleil, fleur. C'est une fleur. Voilà, elle est fleur. Voilà. Elle porte très bien son nom. Ensuite, qui je regarde d'autres? Cult and Click.
Cult and Click parce que j'aime. Ils parlent de ciné, ils parlent de séries. Ils sont très drôles, tic et tac. Je les appelle pas, ils s'appellent pas tic et tac. Hein. Mais je les aime bien parce qu'en fait, ils jouent beaucoup sur le. Il y en a un qui est un peu foufou, l'autre qui est un peu plus carré. Donc de temps en temps, il y en a un qui part en live complet, l'autre il est là. Cut and Click. Si vous les connaissez pas, il faut y aller. Hein. Ils parlent de séries, ils parlent de ciné, ils parlent de box-office, ils parlent de tout ce qui est culture. Écran et moi je les adore depuis le début mais vraiment voilà alors il n'y a pas toutes les vidéos parce que quand ils font des spéciales Marvel par exemple je suis pas très Marvel comme fille donc je vais pas aller regarder leurs vidéos mais voilà c'est un bonheur généralement ça dure entre 45 minutes et 1 heure donc généralement j'écoute hein, parce que j'ai pas besoin de les voir autant je peux regarder Colline je peux regarder Florie je peux regarder Hélène si Hélène fait du maquillage, sinon si elle explique des produits, j'écoute. Parce que très souvent, selon qui c'est, j'écoute le podcast, enfin la vidéo. Par exemple, si c'est Dominique Sasque, elle fait des fois des audios. Elle reçoit des invités sur le canapé, ils parlent. La dernière fois, elle parlait de comment surmonter la mort d'un parent. En tous les cas, préparer à la mort d'un parent qui est en mettant en soins palliatifs. Très beau, très intéressant mon podcast, c'est très très beau podcast aussi. Enfin, mais vous pouvez la regarder, c'est-à-dire qu'elle est assise, elle a son invité, mais vous pouvez écouter, en fait, en gros, vous écoutez. Voilà. Quand c'est comme ça, par exemple, là, la FAQ, vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez écouter ce que je raconte. Voilà. Donc, c'est ce que je fais très souvent pour Cut and Click. Voilà, je ne les vois pas forcément, mais j'écoute. Qui d'autre aussi Bon, Liverpool. Bah oui, la chaîne de Liverpool FC. Les pré-matchs, les avant-matchs, les interviews d'après-match, le résumé. Oui, ah bah écoutez, on aime ou on n'aime pas. On va être champion d'Angleterre. Chut. Et puis alors les Parisiens, si on pouvait leur bouffer la gueule à eux, bon bref, on va pas s'exciter, on va nous porter la poisse. Mais on est premier du championnat, nous. Non mais je dis ça à mes potes anglais qui vont s'énerver parce qu'il y en a certains qui sont des fans de City. Bouh. Écoutez, on n'a pas les. Pendant des années, on a galéré à Liverpool, on a pris des bûches, hein. Donc c'est bon, hein. J'ai le droit de pavoiser, on n'a pas encore gagné, mais on est bien parti quand même. Qui d'autre je regarde pas toutes, mais certaines. Joséanne. Joséanne, c'est une Québécoise, en fait une Canadienne, mais une Québécoise qui a très longtemps fait des vidéos parce qu'elle avait un mode de vie assez étonnant. C'est une créatrice aussi. Elle vivait en tiny house ou dans une espèce de caravane aménagée qu'elle bougeait un peu au gré avec sa petite fille, etc. Elle avait un mode de vie qui était absolument pas le mien. On est bien d'accord. Minimaliste, machin. Alors là, écoutez, hein, on est bien d'accord que le minimalisme chez moi, ça marche pas des masses. Et qui, malheureusement, il y a un an, à peu près 1 an et demi, a été frappée par une sclérose en plaques. Alors ça faisait des années hein, qu'elle en souffrait, mais ça c'était pas exponentiel. C'est-à-dire qu'elle avait déjà du mal dans son quotidien, mais elle arrivait à se débrouiller. Il y avait des jours où ça allait pas, mais voilà. Là vraiment, à un moment donné, elle est arrivée, c'était plus possible. Là, elle a reçu un traitement qui a l'air de faire son effet, alors qu'il n'a pas guéri, hein, on est bien d'accord, mais qui a vraiment beaucoup diminué ses symptômes, notamment les tremblements, le fait qu'elle pouvait plus bouger, qu'elle pouvait plus rester seule sur une chaise, etc. Elle a été vraiment très diminuée. C'est une fille qui a une philosophie de vie et surtout un mental. Alors elle est très croyante, ça aide aussi, je pense beaucoup, comme Dominique d'ailleurs, mais moi c'est pas du tout mon truc. Je pense que vous le savez, mais c'est pas pour ça que je n'admire pas les gens qui ont une croyance dans un Dieu, quel qu'il soit, on s'en fout. Celui que vous croyez, vous, voilà, qui les porte et qui a une place dans leur vie. Voilà. Voilà, comme je dis souvent pour éloigner certains démarcheurs, vous savez, ceux qui sont. Voilà, qui démarchent. Je leur dis, moi, mon Dieu, c'est Johan Cruyff. Voilà, alors ça, c'est fait.
Écoutez, on a les... Ou alors Lewis Hamilton, c'est chacun ses goûts, Ayrton Senna, voilà. Donc très souvent c'est... voilà, alors vous voyez le niveau de... Bon. Qu'est-ce que je regarde? Lisa Eldridge, j'ai failli oublier Lisa. Grande maquilleuse professionnelle anglaise. Maquilleuse des stars, hein. Elle maquille Kate Winslet, elle a maquillé tout le monde celle-là. Voilà. Et alors, comment vous expliquer? C'est une star du pinceau, mais c'est surtout une artiste du pinceau. Alors, incroyable, enfin du pinceau... pas... blush. Oh là là, mon rêve, c'est un jour de me faire maquiller par cette femme. Elle est impressionnante. En plus, c'est une mine. J'ai acheté une fois, comme cadeau d'anniversaire, j'ai acheté l'histoire du maquillage à meilleure amie. Un bonheur, ce livre. Vraiment, c'est un truc fabuleux. Voilà. Non, mais c'est un puits de science en matière de maquillage. Vraiment. Et quand je vous dis un puits, c'est un puits. Elle s'intéresse au tout, aux techniques. Elle a développé d'ailleurs sa propre marque de cosmétiques qui est, paraît-il, absolument fabuleuse. Claire m'a dit, il faut vraiment que tu essayes. C'est un peu cher, mais elle m'a dit, écoute, essaye au moins... elle m'a donné 2-3 produits qu'elle a, elle. Elle m'a dit, une fois que tu vas passer à ça, tu vas plus vouloir revenir aux autres. Voilà, donc niveau haut. Mais j'aime bien. Voilà. Alors après, quelquefois, il y a des choses qui m'intéressent moins, mais je regarde. Qui je regarde aussi Ah oui, je l'ai oublié. Ma petite Pêche. Pêche Églantine. Alors Pêche, je l'ai connue parce qu'elle était blogueuse littéraire. Elle faisait déjà du coaching d'entrepreneuriat, mais elle était blogueuse littéraire. Elle avait d'ailleurs chroniqué, je crois, 1 ou 2 de mes romans. Pêche. Et c'est une jeune femme pleine d'énergie. Elle a la pêche. C'est un soleil, cette fille, vraiment. Et depuis quelques années, elle est devenue coach de vie, coach pour les entrepreneurs, principalement des femmes. Elle fait des sessions, elle donne des cours, elle fait un accompagnement aussi aux personnes qui veulent se lancer dans leur business. Elle fait des business plans avec eux, elle les aide, voilà, elle fait l'accompagnement. Elle les suit et en plus comme je connais un peu la petite, c'est quelqu'un qui est très bienveillante, qui est très investie et c'est pas quelqu'un qui touche le fric et qui va vous dire 3 conseils dans la semaine. C'est vraiment quelqu'un qui est là au quotidien, voilà, qui est vraiment là. Et j'aime bien, je trouve qu'elle a toujours des réflexions. Quelquefois, c'est pas des réflexions qui sont voilà, qui sont pas en accord avec moi, comme je disais tout à l'heure pour Robert McLean-Amundsen, mais c'est des gens que moi je respecte les opinions si on respecte les miennes. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si demain vous me dites j'aime pas Blur, je déteste Lewis Hamilton, machin, ok, d'accord, tu aimes qui? Ah, tu aimes, je sais pas, un autre. Ah bon, ouais, bon, moi je l'aime pas vraiment, mais bon, explique-moi pourquoi tu l'aimes. Si vous acceptez que moi je puisse aimer quelqu'un et que je puisse ne pas aimer celui que vous aimez, mais que vous me laissez libre d'aimer qui je veux et vous voulez pas m'imposer votre vue, moi alors ça roule, hein. Voilà, ça roule plus du tout si vous voulez me dire, ben non, par exemple tel joueur est con, tu devrais pas l'aimer. Alors là, si vous commencez comme ça d'entrée de jeu, ça... Puis en plus, moi j'y vais tout de suite. Si vous faites ça, je vais dans l'excès. Même si le joueur en question, je l'aime pas vraiment des masses, c'est juste un joueur que j'aime bien. Je suis capable de vous dire que je suis la fan numéro 1 et que vous vous emmerdez. Et qui je regarde d'autres? Je pense que c'est tout. Vraiment, 75% des vidéos, les autres, j'ai quelques abonnements où je regarde de temps en temps. Je regarde une vidéo sur 2. Mais non, je crois que c'est tout. De celles hors littéraire, hein, on parle. Ah si, ah merde. Maman économe. Clémence. Je l'ai connue par ricochet. Alors là, par contre, je sais pas du tout, je me rappelle plus. Mais je l'ai connue il y a... Oh, c'était peut-être pendant le confinement. Je crois. Ça fait un moment quand même déjà, donc. Parce que les autres, c'est vraiment avant. Je crois que c'était pendant le confinement, ou le premier confinement, je crois, que j'ai dû chercher quelque chose et que il y avait tout un choix de trucs et que j'ai vu Maman économe. Je me suis dit, tiens, c'est marrant comme nom. Donc j'ai cliqué. Alors c'est pas du tout ma vie, hein, on est bien d'accord. Elle est maman de 3 enfants, elle a beaucoup de problèmes financiers, elle a un mari, elle a une famille à vivre, elle a une maison, elle s'occupe de son jardin, son potager, elle crée des choses aussi, elle aussi.
Voilà, c'est vraiment le quotidien d'une femme ordinaire, avec des hauts et des bas, des moments où ça va, des moments où ça va pas. Là, en ce moment, elle est plutôt au creux de la vague, mais elle a toujours une volonté farouche de s'en sortir. Et puis alors, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui donne tout pour sa famille et qui s'est oubliée, je pense, à un moment donné. Je pense que là, elle en paye un peu le prix, la pauvre. Mais elle est vraiment toujours. Puis elle a des bonnes idées concernant les économies, concernant la bouffe, concernant. Voilà, elle sait gérer un budget avec le budget qu'elle peut avoir. Donc elle sait faire. Alors, je regarde pas toutes ces vidéos parce que c'est très souvent elle en sort beaucoup. Enfin, à un moment donné, elle en sortait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, les gens qui sortent des vidéos tous les jours, je peux pas les suivre. Enfin, je veux dire, je passe pas ma vie sur YouTube. Donc, une vidéo par semaine ou une fois de temps en temps. Par exemple, Sonia, c'est tous les jeudis. Je sais que je vais la regarder et je vais l'écouter. Voilà, je sais que je vais écouter, par exemple, des trucs. Dominique, je l'écoute. Colline, je l'écoute la plupart du temps. Florie, très souvent, elle fait des pauses, enfin des trucs qu'on peut écouter, pas forcément regarder. Voilà, donc c'est agréable d'écouter. Très souvent, je l'écoute même sur le téléphone, dans la rue, avec mes écouteurs. Voilà, le téléphone dans la poche, le truc là. Et puis j'écoute dans le bus, parce que je peux plus lire dans le bus, vu qu'il y a les moineaux de 13 ans qui gueulent comme des putois ou des gorées qu'on égorge. Ils sont insupportables ces gosses. Donc on peut plus lire. Plus personne peut lire dans le bus. D'ailleurs, on s'en est plein parce que c'est le matin et le soir, c'est l'enfer. Et pourtant, on part tôt. Hein. Punaise des bois. Putain, ils pourraient les garder à la maison, les gars, les parents. Et ils s'en est bien quand ils sont pas en vacances, parce que là, quand ils sont, il y a les vacances scolaires, on est tous avec nos bouquins dans le bus, il n'y a pas un rat, il n'y a pas une mouche qui vole. Quand ils reviennent, c'est plus possible. Et dernier, 8, oh punaise, ce truc va te faire au moins 1h30. Vous serez content parce que vous avez plus de moi pendant au moins 5 ou 6 vidéos. Bah voilà, maintenant vous m'avez 1h30 de Lisa, vous avez beaucoup de chance. Quelle chance. Je vais crever d'ailleurs. Dernière vidéo. Dernière question. Je commence à être fatiguée, je pense qu'il faut que j'arrête. D'ailleurs, je commence à être soufflée. 8. Lancer une boutique de tes créations de tante telle. Mais quelle création? Et vous voulez que je vende comme création? Je vends déjà mes bouquins sur The Book, donc c'est mes créations. Qu'est-ce que je vais vendre quoi? J'ai pas de choses à vendre, enfin j'ai pas d'aquarelle, mes photos, je vois vraiment pas qui ça pourrait intéresser. Crochet, j'en fais plus, mais si j'en faisais, je vois vraiment pas pourquoi je vendrais du crochet. Des dessins, si vous voulez que je vende de mes dessins, de mes croquis de mode, quel est l'intérêt? Enfin, je veux dire, personne n'aurait d'intérêt avec une boutique de mes créations. Bah non, mes romans sont déjà en vente. Donc si elle parlait, je sais pas qui, mais si cette personne parlait de mes créations, oui, de romans, oui, bah j'ai déjà en vente. Oui, il y a déjà une boutique sur The Book, donc oui. Sinon le reste, il y a suffisamment de créateurs dont c'est le vrai métier. Ça en plus, voilà. Alors je vais faire une pub pour ma copine, hein, copine Perrine. Perrine a une très jolie boutique en ligne de bijoux qu'elle fait elle-même à la main. Elle fait aussi des très jolis animaux, vraiment qu'elle brode. Mais vraiment c'est très très beau ce qu'elle peut aller voir. C'est la maison Louve, L-O-U-V. Louve avec un V, avec un O sur le O, avec un trait sur le O. Un haut barré si vous voulez. Oh là, oui ça pédale, il faut que j'arrête. Voilà, donc Perrine est une créatrice. Caro est une créatrice. Je sais pas, qui y a d'autres qui est créatrice. Florie est une créatrice. Voilà. C'est des créatrices, elles font quelque chose avec leurs mains et elles vendent. Mais ça, c'est normal. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais vendre quoi? Je peux vendre Hux si vous voulez, au poids. Oh, chouchou, non, maman. Non. Surtout qu'il est tout malheureux. Non, il est pas malheureux. Si, on est un peu malheureux parce qu'on a perdu un copain. Enfin, un copain chat. Voilà, donc s'il passe par là, bisous. On pense beaucoup à notre ami qui nous a quittés. Voilà. Donc, il était tout malheureux. Je pense qu'il l'a senti d'ailleurs. Comme j'étais très très malheureuse, que j'ai un peu couiné sur le canapé, il a dû se ressentir, donc il a fait des gros câlinous. Voilà, donc, non, vends pas mon chouchou, non. Quoi qu'au poids, ça pourrait nous rapporter des sous. Alors, au gramme.
Gram, ça va nous rapporter des frics. Ah putain, là, c'est bon, on est bon. Non, je plaisante. Putain, la Ligue des animaux va me tomber dessus. Non, non, le mieux traité de cette baraque, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. C'est lui qui a le canapé, c'est lui qui a le lit, c'est lui qui a le fauteuil, c'est lui qui a tout. Hein. Les canapés, les tapis, les machins, toutes les merdes qu'il peut trouver, c'est à lui. Hein. Moi, je suis la gueuse qui vit à côté du chat. Voilà, hein, merci. Allez, d'ici... bah, c'est fini. Voilà. Vous en avez marre? Moi aussi. Je suis fatiguée. J'en peux plus. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Et là, je pédale la route, donc personnellement, je ne sais pas. Peut-être le programme culturel, j'en sais rien. Sachant qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Je dois surtout faire le point des 7 bouquins d'histoire que j'ai pas chroniqué l'année dernière, j'ai oublié. Je les ai passés complètement sous silence, donc je vais le faire. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Et on m'a glissé une idée, en fait, il y a 2-3 semaines, mais j'étais pas en état. On m'a glissé une idée parce qu'il y a quelques nouveaux abonnés, que ce soit YouTube ou Insta, qui m'ont demandé quels étaient les livres marquants depuis le début de la chaîne. Et je leur ai dit que j'avais fait une vidéo, je sais plus quand, mais j'avais fait une vidéo en mettant des vignettes avec les bouquins de 2018, 2019, 20 et 21, je crois. Et en fait, la réponse est toujours la même. Ah ouais, mais il faut remonter toutes les vidéos. Et puis après, je me suis dit, oui, mais j'avais présenté les meilleurs, enfin en tous les cas les meilleurs, mais j'avais pas présenté tous les livres de l'année, mes meilleurs de cette année-là. Alors oui, vous trouvez les bilans, hein, il y a les bilans sûrement en ligne, mais bon, c'est pareil, les bilans, les gens les remontent pas forcément. Et donc ils m'ont donné l'idée, et je vais faire ça, je vais faire une vidéo, je suis allée extraire vraiment les livres que je recommanderais. Donc je vais faire 2018, 2019, sûrement 2020, 2021, 2022. Après je m'arrête parce que 2023 quand même, ça fait pas longtemps. Bon, on peut remonter 2 ans sur une chaîne. Mais voilà, ça va pas me prendre du temps parce que je sais quels sont les livres et je les ai encore dans la tête, hein, donc je vais pouvoir en parler. Simplement, il y aura une vignette, hein, je mettrai une vignette à côté et je parlerai à côté. Parce que si je vais les chercher, je fais de l'archéologie, hein, on est bien d'accord. Donc non, non. Donc ça sera pas mal aussi de vous montrer ce que j'ai pu lire et puis ça vous donnera l'occasion de me dire vous les avez lus, vous les avez pas lus. Et si je vous donnais envie de les lire, parce que bon, ils sont peut-être pas forcément pas... Certains sont connus, je pense. Mais il y en a certains qui sont peut-être passés sous silence ou que vous avez jamais vu ou entendu parler. Voilà. Je pense notamment à 2 que j'ai pas vu tourner des masses, même à l'époque. Voilà. Donc, alors vous attendez pas à des grosses révélations, hein, calmez-vous. Mais oui, peut-être des livres qui vous donneront envie. Alors, en tous les cas, c'est les livres que moi, ils me donneraient envie de les relire. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais prendre les années et prendre vraiment les livres que j'aurais envie de relire. Même si c'est pas mes incontournables, même si c'est pas mes préférés peut-être de l'année, c'est des livres que j'aurais vraiment envie de relire. Voilà. Ah, ça va être rigolo à faire ça. Bon, allez. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Et bientôt les vidéos. Voilà. Et merci d'avoir patienté autant de temps avec moi. Courage. Et puis désolé pour... Oh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, allez, tu vas aller t'affaler sur le canapé, ça va pas te faire de mal. Non, d'abord, il faut faire la douche. Oh là là, ça va pas le faire. Oh, je me sens pas. Non, mais si. Je serais bien en pyjama, avec le plaid, avec Chouchou à côté de moi, qui me tient chaud et qui pèse son poids et qui me paralyse. Qui m'endolorit et qu'après je sens plus mes membres. Super. Voilà. Mais bon, ça fait du bien. Bon, je sais même pas si ça fait du bien d'avoir un gros poids sur le... il est jamais sur mes genoux. Il déteste être sur les genoux des gens. Mais il se coince bien sur votre cheville. Et vu mon arthrose, c'est super d'avoir un gros petit poids. Allez, à la prochaine. Merci d'avoir suivi et merci pour les commentaires, les likes, les machins, vous savez. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes et mieux la vidéo est vue. Voilà. Ouais, mais je vous assure, ça marche. La vidéo de septembre où j'avais dit ouais, il n'y a personne qui me met des commentaires, vous avez toutes mis des commentaires gentiment. C'est celle qui est le plus vue sur la chaîne et qui continue à être vue. Comme quoi, l'algorithme marche. C'est très con cet algorithme en fait. Idiot. Mais bon, c'est comme ça.